Salut mes amis, bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons en apprendre davantage sur la vie de Marie Curie. Ce sera une biographie simple et facile à comprendre. Commençons. En 1927, 29 des plus grands physiciens se sont réunis à la prestigieuse conférence Solvay à Bruxelles. La seule femme présente était Marie Curie. Elle avait beaucoup de premières. Elle a été la première femme à remporter un prix Nobel. La première personne à remporter le prix Nobel 2 fois. Et la première personne à gagner dans 2 domaines différents. Curie est surtout connue pour son travail sur la radioactivité, qui a sauvé 1 million de vies pendant la Première Guerre mondiale, mais qui a finalement pris la sienne. Marie Curie est née Maria Salomea Sklodowska à Varsovie. En Pologne, alors sous le contrôle de l'Empire russe, le 7 novembre 1867. Elle était la plus jeune enfant d'enseignants. Sa mère, Bronisława Sklodowska, était la directrice d'un pensionnat prestigieux pour filles. Son père, Władysław Sklodowski, enseignait la physique et les mathématiques et était fier de son héritage polonais. En raison de son patriotisme, ses superviseurs russes l'ont forcé à occuper des postes moins bien rémunérés. Il a également perdu ses économies à cause d'un mauvais investissement. Pour subvenir aux besoins de leurs 5 enfants, ils ont dû accueillir des pensionnaires étudiants. Ce qui serait fatal. La sœur aînée de Maria, Zofia, a contracté le typhus d'un des locataires et est décédée. Quelques années plus tard, quand Maria avait 10 ans, sa mère est décédée de la tuberculose. Les tragédies ont poussé Maria à abandonner le catholicisme, la foi de sa mère, et à devenir agnostique. Son père ne se pardonnerait jamais d'avoir perdu les économies de sa famille. Cependant, ses enfants se souviendraient de lui comme de l'homme qui les a nourris émotionnellement et intellectuellement. Maria a terminé le lycée en tête de sa classe, mais n'a pas été autorisée à fréquenter l'université parce qu'elle était une femme. L'Empire russe interdisait aux femmes d'obtenir une éducation universitaire. Elle et sa sœur Bronisława se sont donc inscrites à la secrète université volante, ou université flottante, à Varsovie, nommée d'après l'emplacement toujours changeant des cours pour éviter l'œil vigilant des autorités tsaristes. Sa sœur est ensuite partie pour l'école de médecine à Paris. Maria espérait la rejoindre un jour. Les deux ont conclu un pacte. Maria soutiendrait les études de sa sœur à Paris, et Bronia lui rendrait l'appareil à l'avenir. Ainsi, à partir de l'âge de 17 ans, Maria a travaillé comme gouvernante, tutrice, et a également étudié pendant son temps libre. Tout en travaillant pour des parents, les Zorowski, elle est tombée amoureuse de leur fils, Casimir, qui deviendrait mathématicien. Mais les Zorowski ne l'approuvaient pas parce qu'elle n'avait pas un sou en poche. On disait que, en tant que vieil homme, Casimir s'asseyait pensivement devant sa statue devant l'institut de recherche qu'elle a fondé. En 1891, quand Maria avait 24 ans, elle a finalement eu les moyens de rejoindre sa sœur à Paris. Et a alors utilisé le nom de Marie. Elle s'est inscrite à l'université de Paris, connue sous le nom de Sorbonne, où elle a étudié la physique et les mathématiques. Au début, elle vivait chez sa sœur, qui était maintenant mariée, mais a ensuite choisi de louer un petit grenier plus proche de l'université. Elle restait souvent à la bibliothèque chauffée jusqu'à la fermeture plutôt que de passer la soirée dans sa chambre non chauffée. Son éducation antérieure avait été insuffisante, il y avait donc beaucoup de rattrapage à faire. Elle travaillait parfois si dur qu'elle oubliait de manger et s'évanouissait. Malgré les difficultés, Marie s'émerveillait de sa liberté, écrivant « C'était comme un nouveau monde qui s'ouvrait à moi, le monde de la science, que j'étais enfin autorisée à connaître en toute liberté. » Elle a obtenu un diplôme en physique, puis un autre en mathématiques. Elle prévoyait de retourner en Pologne, mais Pierre Curie est entré dans sa vie. Il avait 8 ans de plus, était un physicien bien connu et un marginal qui a été éduqué par son père à l'adolescence. Ils ont été présentés par un ami commun qui savait que Marie avait besoin d'un espace de laboratoire pour ses recherches. Et que Pierre dirigeait un laboratoire à l'école de physique et de chimie industrielle où les ingénieurs étaient formés. Marie dirait de Pierre, il avait consacré sa vie à son rêve de science. Il ressentait le besoin d'une compagne qui pourrait vivre son rêve avec lui. Et il espérait que cette compagne serait elle. Mais Marie a refusé sa demande en mariage car elle prévoyait de retourner dans son pays natal. Cependant, elle a appris qu'il ne serait pas possible de commencer une carrière en Pologne. Quand elle est retournée rendre visite à sa famille pendant les vacances d'été en 1894, l'université de Cracovie lui a refusé un poste de professeur parce qu'elle était une femme. Pierre l'a convaincue de revenir à Paris pour poursuivre un doctorat. Elle a insisté pour qu'il obtienne également son doctorat, ce qu'il a fait, faisant des recherches pionnières sur le magnétisme. Ils se sont mariés en 1895 à la mairie de Sceaux, dans la banlieue de Paris.
partenaires dans la vie et dans la science. Marie portait une tenue bleu foncé le jour de son mariage, qui deviendrait sa marque de fabrique dans le laboratoire. Ils ont acheté des vélos avec l'argent qu'ils ont reçu comme cadeau de mariage, leur façon de se détendre dans une vie autrement remplie de recherches. Marie Curie a obtenu son doctorat en sciences de la Sorbonne en 1903. Elle a fait sa thèse sur la radiation, qui a été récemment découverte dans l'uranium par Henri Becquerel. Curie a été intriguée par la découverte de Becquerel et a approfondi ses recherches. Elle a utilisé un électromètre inventé par son mari et son frère pour mesurer la radioactivité dans de nombreuses substances et minéraux. Elle a réalisé grâce à ses expériences que la radiation était une propriété de l'élément uranium. Pourtant, quand elle a observé la pêche blande minérale qui contient principalement de l'uranium, elle a remarqué qu'elle était beaucoup plus radioactive que l'uranium ne pouvait l'expliquer. Comment cela était-il possible? Ce ne serait possible que s'il y avait quelque chose d'autre dans la pêche blande. Pierre était tellement intrigué qu'il a abandonné son propre travail pour se joindre à sa recherche. Ils ont broyé des tonnes de pêche blande et ont découvert un élément qui était 400 fois plus radioactif que l'uranium, le polonium. Nommé d'après son pays de naissance. Et puis, ils ont découvert un autre élément qui émettait 900 fois plus de radiation que le polonium, le radium. Le travail peu glamour d'extraction et d'isolement des éléments a eu lieu dans une cabane qui fuyait et était pleine de courants d'air près du travail de Pierre, car il n'avait pas d'espace de laboratoire dédié. Leurs efforts ont porté leurs fruits. Le prix Nobel de physique en 1903 a été décerné à Marie, Pierre et Becquerel pour leurs recherches sur la radiation. Les universitaires français ont initialement proposé que seuls Pierre et Becquerel reçoivent le prix, laissant Marie de côté. Un signe des temps. Cependant, un membre sympathique du comité de nomination, le mathématicien suédois Gösta Mittag-Leffler, a alerté Pierre de la situation. Il a insisté pour que sa femme partage l'honneur. Marie Curie est devenue la première femme à remporter un prix Nobel. Elle et son mari étaient trop occupés par leurs recherches pour accepter le prix en personne à Stockholm. Pierre était également malade, souffrant de douleurs et de fatigue. Il n'avait aucune idée à l'époque que la radiation pouvait être nocive pour leur santé. On dit que Marie portait des tubes de radium dans ses poches. Elle était fascinée par ce qu'elle décrivait comme de faibles lumières ferriques. Elle ne savait pas que cela la tuait lentement. Le radium verdoyant captivait le public. Il deviendrait un élément clé dans les premiers traitements contre le cancer. Et trouverait également sa place dans les produits de tous les jours, dentifrice promettant des bienfaits pour les dents et crème pour le visage dans la conviction qu'il raffermirait les muscles et lisserait les rides. L'élément était si populaire que dans les années 1920, un seul gramme de radium coûtait plus de 100 000 $, soit bien plus d'1 million aujourd'hui. Les Curie auraient pu essayer de breveter le radium et d'en tirer d'énormes profits, mais ils ne l'ont pas fait. Marie a déclaré, « Le radium est un élément chimique, une propriété de tous les humains. » Après leur travail révolutionnaire, c'est Pierre qui a été promu chef du département de physique à la Sorbonne. Pourtant, il n'avait toujours pas de laboratoire approprié. Pierre s'est plaint et l'université a cédé, mais il n'a jamais réalisé son rêve de travailler dans un nouveau laboratoire car la tragédie a frappé moins de 2 ans après la naissance de leur deuxième fille. Un jour de pluie en avril 1906, Pierre traversait la rue Dauphine lorsqu'il a été renversé par une calèche. Il est mort sur le coup. Le père de Pierre a laissé entendre que la préoccupation de son fils pour ses propres pensées avait contribué à sa mort. Le poste académique de Pierre à la Sorbonne a été offert à Marie au lieu d'accepter une pension de veuve. Elle est devenue la première femme professeure en France. Des centaines de personnes faisaient la queue devant l'université dans l'espoir d'assister à son premier cours. La période qui a suivi la mort de son mari a été la plus difficile de sa vie. En 1911, l'Académie française des sciences, lieu de rassemblement des scientifiques éminents, a rejeté sa candidature lorsqu'elle s'est présentée pour un siège vacant. Ils lui ont préféré le physicien et inventeur Édouard Branly. Beaucoup soupçonnaient que c'était parce qu'elle était une immigrante et une femme. Malgré le camouflet de l'Académie, elle a remporté quelque chose d'encore plus grand plus tard cette année-là. Un deuxième prix Nobel, cette fois en chimie, pour la découverte du polonium et du radium, l'isolement du radium et l'étude de la nature de cet élément remarquable. Mais le buzz autour d'elle n'était pas génial. La presse française s'est emparée de son aventure avec l'ancien étudiant de son mari, le médecin Paul Langevin, qui était marié mais séparé de sa femme. Elle a été qualifiée de briseuse de ménage et même avertie qu'il serait peut-être préférable qu'elle ne vienne pas chercher le prix en personne. Curie est tombée dans une profonde dépression. Elle n'en est sortie que lentement grâce au soutien d'un collègue scientifique.
Albert Einstein a noué une amitié avec Curie lors de la conférence Solvay en 1911. Il lui a écrit une lettre d'encouragement pendant cette période sombre. Je suis poussé à vous dire combien j'ai admiré votre intellect, votre dynamisme et votre honnêteté. Il lui a ensuite dit de ne pas prêter attention aux histoires de la presse. Ne lisez tout simplement pas ces inepties. Curie s'est rendu à Stockholm pour accepter son deuxième prix Nobel et les gros titres sur l'affaire ont fini par s'estomper. Elle s'est lentement rétablie et était en train de mettre en place un laboratoire géant à son nouvel institut du radium lorsque la guerre a éclaté. Alors que les troupes allemandes se dirigeaient vers Paris, elle a emmené son stock de radium précieux dans un coffre de banque à Bordeaux, dans le sud-ouest de la France, la nouvelle capitale. Elle a également essayé de vendre ses 2 médailles d'or du prix Nobel pour aider à l'effort de guerre, mais la Banque nationale a refusé de les accepter. Elle a acheté des obligations de guerre en utilisant son prix, mais ce sacrifice personnel n'était pas suffisant pour elle. Elle était déterminée à utiliser ses recherches pour sauver la vie des soldats français. Elle avait étudié les travaux du scientifique allemand Wilhelm Röntgen, qui avait découvert les rayons X. Curie a ensuite apporté des appareils à rayons X sur le champ de bataille en inventant des unités mobiles. Appelée Petite Curie pour aider les chirurgiens à localiser et à retirer les éclats d'obus et les balles des soldats blessés. Elle et sa fille Irène ont formé 150 femmes à conduire ces petites voitures et en ont conduit une elle-même, malgré le danger. Curie a également supervisé 200 salles de radiologie dans les hôpitaux de campagne. On estime qu'à la fin de la guerre, ses efforts ont sauvé la vie d'1 million d'hommes, mais ont peut-être coûté la sienne. Curie savait que la surexposition aux rayons X présenterait des risques pour sa santé. Mais il n'y avait pas de temps pour améliorer les pratiques de sécurité. Des années plus tard, elle est décédée d'une anémie aplasique, une maladie du sang probablement due à une exposition à de grandes quantités de radiation au cours de sa vie. Malgré ses efforts humanitaires, le gouvernement français ne lui a jamais accordé de reconnaissance officielle, alors qu'elle gagnait de plus en plus de notoriété à l'étranger. En 1921, le président américain Warren Harding l'a invitée à la Maison-Blanche et lui a offert 1 gramme de radium pour l'aider dans ses recherches. Le gouvernement français était apparemment embarrassé par le fait qu'il ne lui avait accordé aucune distinction. Alors, avant ce voyage à Washington, il lui a offert la plus haute distinction du pays, la Légion d'honneur. Elle a refusé. Pendant ces dernières années, elle a dirigé l'Institut du Radium, devenu plus tard l'Institut Curie à Paris. Et en a ouvert un autre à Varsovie, où sa sœur Bronia est devenue directrice. Les deux restent des institutions de recherche majeures à ce jour. Elle était déjà en mauvaise santé à cette époque. Le 4 juillet 1934, Curie est décédée à l'âge de 66 ans dans un sanatorium de la ville de Passy, dans l'est de la France. Elle n'a pas vécu assez longtemps pour voir sa fille Irène remporter son propre prix Nobel de chimie 1 an plus tard pour la création artificielle de nouveaux éléments radioactifs, le partageant avec son mari, le physicien Frédéric Joliot. Curie a été enterrée dans un cimetière de Sceaux, dans la banlieue de Paris, où elle s'est mariée et où son mari repose. En 1995, les deux ont été transférés au Panthéon à Paris, lieu de repos de nombreux citoyens français illustres comme Victor Hugo, Rousseau et Voltaire. Curie a été la première femme à être honorée au Panthéon pour ses propres mérites. Ses restes sont restés radioactifs, ils ont donc été placés dans un cercueil recouvert de près d'1 pouce de plomb. Même ces documents sont encore radioactifs aujourd'hui. Quiconque souhaite les examiner doit porter un équipement de protection et signer une décharge. Le travail inlassable de Curie n'a été surpassé que par sa lutte pour surmonter les obstacles sur son chemin pour devenir l'une des plus grandes scientifiques de tous les temps. Ce n'était pas seulement son travail qui était impressionnant, mais aussi son éthique de travail. Si vous avez aimé la vidéo, dites-le moi dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Histoire en Pixels pour recevoir toutes les nouveautés. À bientôt!